Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans. Et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a exactement 3 semaines dans mon immeuble du 15e arrondissement. Je sais que certains d'entre vous vont penser que j'invente, que c'est le genre d'histoire qu'on se raconte pour se faire peur. Mais je vous jure, sur la tête de ma mère, que chaque mot de ce récit est vrai. D'ailleurs, si vous habitez près de la station Commerce, vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. La police a pris ma déposition, les journaux locaux en ont parlé, et les voisins chuchotent encore dans les couloirs de l'immeuble. Certains ont même déménagé depuis. Tout a commencé un mardi soir pluvieux d'octobre, vers 22h30. J'étais rentré tard du bureau. Comme d'habitude, depuis que j'avais pris ce poste dans une agence de communication près des Champs-Élysées. Le métro était bondé. Les gens renfrognaient sous leurs parapluies dégoulinants. Et moi, j'avais qu'une envie: rentrer chez moi et oublier cette journée pourrie. Mon appartement se trouve au 4e étage d'un immeuble haussmannien typique, sans ascenseur bien sûr. Vous connaissez le genre, façade en pierre de taille, balcon en fer forgé, et cette cage d'escalier sombre où chaque pas résonne comme dans une cathédrale. L'immeuble date de 1892, et parfois, on a l'impression que tous les fantômes du 19e siècle y habitent encore. En arrivant devant la porte cochère, j'ai composé le digicode machinalement. 472B. Ces 4 chiffres et cette lettre, je les connaissais par cœur depuis 3 ans que j'habitais là. La serrure électrique a fait son petit bruit métallique et je suis entré dans le hall faiblement éclairé par une ampoule jaunâtre. L'odeur familière m'a accueilli. Ce mélange d'encaustique, de poussière ancienne et de cette humidité particulière aux vieux immeubles parisiens. Les boîtes aux lettres s'alignaient sur ma droite, avec leurs noms gravés sur de petites plaques de cuivre ternies par le temps. J'ai jeté un coup d'œil machinal à la mienne. C. Moreau, 4e étage. Rien aujourd'hui, tant mieux. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel près de l'escalier. Un sac plastique Monoprix froissé, abandonné dans un coin du hall. Ça peut paraître anodin, mais notre gardienne, Madame Lecomte, est d'une propreté maniaque. Elle nettoie le hall tous les matins à 6 heures précises, et jamais elle ne laisserait traîner le moindre déchet. Le sac avait l'air mouillé, comme s'il était resté dehors sous la pluie. Mais quelque chose clochait. Il n'avait pas plu de la journée, selon la météo. J'ai haussé les épaules, me disant qu'un livreur avait dû le faire tomber, et j'ai commencé à monter l'escalier. Mes talons claquaient sur les marches en pierre usées par des décennies de passage. L'éclairage automatique me suivait à chaque palier, s'allumant avec ce petit déclic électrique familier. Au premier étage, j'ai entendu la télévision de Monsieur Petit, toujours trop forte parce qu'il devient sourd. Au 2e étage, une odeur de pot-au-feu s'échappait de sous la porte des Dubois. Au 3e, j'ai croisé Madame Garcin, qui descendait sortir ses poubelles, emmitouflée dans sa robe de chambre en pilou rose. Elle m'a fait un petit sourire fatigué et on s'est salué d'un signe de tête. Arrivé au 4e étage, j'ai fouillé dans mon sac à main pour trouver mes clés. La minuterie s'est éteinte juste au moment où je mettais la main dessus.
me plongeant dans l'obscurité totale. J'ai tâtonné contre le mur pour retrouver l'interrupteur, mes doigts effleurant le papier peint à fleurs défraîchies. C'est à ce moment précis que je l'ai entendu pour la première fois. Un bruit de pas dans l'escalier, lent et régulier, qui montait vers les étages supérieurs. Des pas d'homme, ça j'en étais sûr. Lourd et mesuré. Mais quelque chose dans le rythme de ces pas m'a immédiatement mise mal à l'aise. Ils étaient trop lents, trop calculés, comme si la personne prenait tout son temps, comme si elle savourait chaque marche. Entre chaque pas, il y avait un silence trop long, un silence qui pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. J'ai réussi à rallumer la minuterie et j'ai ouvert ma porte rapidement. Mon petit 2 pièces m'a accueilli avec sa chaleur rassurante. Le salon avec son canapé Ikea rouge délavé, la cuisine ouverte où traînaient encore les restes du petit déjeuner, mes livres empilés partout sur les étagères branlantes. J'ai allumé toutes les lumières d'un coup, chassant les ombres qui me semblaient soudain menaçantes. Les pas continuaient à monter dans l'escalier. 4e étage dépassé, 5e étage, 6e étage. L'immeuble ne compte que 6 niveaux. Et au dernier, il n'y a que Madame Beaumont, une vieille dame de 80 ans qui ne sort jamais après 19 heures. Elle se couche avec les poules et se lève avec le coq, comme elle dit elle-même. J'ai attendu d'entendre le bruit familier d'une porte qui s'ouvre puis se referme. Le son normal d'un voisin qui rentre chez lui après une longue journée. Mais rien n'est venu. Les pas se sont arrêtés au 6e étage. Et puis, plus rien. Un silence total, épais, qui semblait peser sur tout l'immeuble comme une couverture étouffante. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être que Madame Beaumont avait de la visite, ce qui serait surprenant mais pas impossible. Ou alors la personne était redescendue sans que je l'entende, ce qui arrive parfois dans les vieux immeubles, aux acoustiques bizarres. Les sons voyagent de façon étrange dans ces cages d'escalier vétustes. J'ai préparé mon dîner sans conviction, une salade composée et un yaourt grec accompagné d'un verre de Côtes-du-Rhône qui traînait depuis la semaine précédente. J'ai mangé devant la télé, zappant entre une émission de télé-réalité débile et les informations régionales de France 3. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne habituelle. Le ronronnement lointain du trafic sur le boulevard de Vaugirard me parvenait par la fenêtre entr'ouverte. Parfois, une sirène d'ambulance déchirait la nuit, ou bien le rire d'un groupe de jeunes qui rentraient d'une soirée arrosée. Ces bruits, familiers, me rassuraient, me rappelaient que la vie normale continuait à l'extérieur de ces murs épais. Vers minuit, fatigué par cette longue journée, j'ai décidé d'aller me coucher. Je me brossais les dents dans la minuscule salle de bain quand j'ai entendu l'interphone de la porte d'entrée résonner dans tout l'immeuble. Un bip long et insistant qui s'est répété plusieurs fois à intervalles réguliers. Quelqu'un essayait d'entrer dans l'immeuble, mais visiblement sans succès, puisque personne ne répondait à l'interphone. Les bips se sont répétés pendant plusieurs minutes, de plus en plus rapprochés, de plus en plus pressants. Puis ils ont cessé brusquement, laissant place à un silence encore plus oppressant qu'avant. Intrigué malgré moi, je me suis approché de ma fenêtre qui donne sur la rue. En me penchant légèrement et en regardant vers la gauche, je pouvais apercevoir
l'entrée de l'immeuble. Il y avait bien quelqu'un devant la porte cochère. Une silhouette d'homme, immobile sous le réverbère qui clignote depuis des mois. À cette distance, et avec l'éclairage public défaillant, impossible de distinguer ses traits ou même son âge. Il portait ce qui ressemblait à un long manteau sombre, et il se tenait parfaitement immobile face à la porte. Pas de geste d'impatience, pas de regard vers les fenêtres pour voir si quelqu'un allait lui ouvrir. Cette immobilité totale avait quelque chose de dérangeant. Les gens normaux bougent quand ils attendent. Ils consultent leur téléphone, regardent leur montre, font quelques pas sur le trottoir. Mais lui restait figé comme une statue, les bras le long du corps, le visage tourné vers la porte d'entrée. Au bout d'un quart d'heure interminable, la silhouette a disparu. Je ne l'ai pas vue partir. Elle s'est juste volatilisée entre deux coups d'œil, comme si elle avait fondu dans l'obscurité environnante. J'ai tiré les rideaux et je suis allé me coucher, mais le sommeil a tardé à venir. Ces pas lents dans l'escalier me revenaient sans cesse en mémoire, associés à cette silhouette immobile sous le réverbère. Il y avait forcément un lien entre les deux, mais lequel? Mon imagination me jouait peut-être des tours, transformant des événements anodins en mystères inquiétants. Le lendemain matin, en partant au bureau, j'ai croisé Madame Lecomte dans le hall. Notre gardienne, une femme robuste d'une soixantaine d'années, toujours vêtue de blouses à fleurs et chaussée de charentaises élimées, balayait le carrelage en damier avec sa vigueur habituelle. Mais j'ai remarqué qu'elle avait l'air préoccupée, les traits tirés. « Bonjour, Madame Lecomte », ai-je dit en m'arrêtant près de sa loge vitrée. « Tout va bien? Vous avez l'air soucieuse aujourd'hui. » Elle a relevé la tête de son balai, et j'ai vu qu'elle avait les yeux cernés, comme si elle avait mal dormi. Ses cheveux gris, d'habitude impeccablement coiffés en chignon serré, s'échappaient en mèches rebelles de ses épingles. « Oh bonjour Camille, ma petite. » Non, tout va bien enfin. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit. Quelque chose qui m'a empêché de fermer l'œil. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Je pressentais que ce qu'elle allait me raconter était lié aux événements étranges de la veille. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a posé son balai contre le mur et s'est essuyé les mains sur sa blouse fleurie avant de me répondre. Son visage habituellement jovial était marqué par l'inquiétude et la fatigue. Quelqu'un a sonné à l'interphone pendant des heures entières. Ça a commencé vers minuit et ça a duré jusqu'à 3 heures du matin environ. Mon appartement est juste à côté de l'entrée. Alors vous pensez bien que j'ai tout entendu dans les moindres détails. Des bips toutes les 5 minutes d'abord, puis de plus en plus rapprochés. Vers 2 heures, c'était devenu de la pure folie. Quelqu'un appuyait sur tous les boutons de l'interphone en même temps. Ça faisait un vacarme épouvantable dans tout l'immeuble. Je l'écoutais avec une attention croissante, me souvenant de ce que j'avais entendu depuis mon appartement. Mais apparemment, ce n'était qu'une petite partie de ce qui s'était vraiment passé. J'ai fini par me lever pour regarder par l'œilleton de ma porte, pensant voir un groupe de gamins qui s'amusaient ou quelqu'un de saoul qui s'était trompé d'adresse. Mais je n'ai vu personne dans le hall, personne du tout. « Comment ça, personne ?» ai-je demandé.
troublé par cette information. Mais alors qui sonnait à l'interphone? Madame Lecomte a haussé ses épaules voûtées, visiblement aussi perplexe que moi devant cette situation inexplicable. Elle a repris son balai et s'est remise à nettoyer machinalement le même carré de carrelage. Allez savoir, ma petite, c'est un mystère complet. Et ce matin, en sortant pour aller chercher mon pain, j'ai trouvé des traces bizarres devant la porte d'entrée. Des empreintes de chaussures dans la boue, mais disposées de façon étrange. Étrange comment? Elles formaient un cercle parfait autour de la porte, comme si quelqu'un avait tourné en rond pendant des heures, toujours à la même distance de l'entrée. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'arrivée ni de départ. Un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. Ces empreintes, en cercle, évoquaient quelque chose de rituelique, de profondément dérangeant. Je repensais à la silhouette immobile que j'avais aperçue depuis ma fenêtre. Cette immobilité contre nature qui m'avait tant perturbé. Vous avez pensé à prévenir la police? Ai-je suggéré, bien que connaissant déjà la réponse. Madame Lecomte a éclaté d'un rire sans joie, un rire amer qui ne ressemblait pas à son caractère habituellement optimiste. Elle a secoué la tête en continuant à balayer avec des gestes plus brusques. Pour des sonneries nocturnes et quelques traces de boue, ils ont autre chose à faire, nos forces de l'ordre. Non, j'espère juste que c'était un mauvais plaisant et que ça ne se reproduira plus jamais. Toute la journée au bureau, j'ai eu du mal à me concentrer sur mes dossiers de communication. Les événements de la nuit précédente et le récit de Madame Lecomte me trottaient dans la tête sans me laisser de répit. Ces pas lents dans l'escalier, cette silhouette immobile, les sonneries jusqu'à l'aube, les empreintes en cercle. Mon collègue Antoine, qui occupe le bureau à côté du mien, m'a fait remarquer plusieurs fois que j'avais l'air ailleurs. J'ai prétexté une migraine naissante, mais en réalité, j'étais obsédé par ces coïncidences troublantes. Il y avait forcément un lien entre tous ces éléments. Mais lequel? En fin d'après-midi, vers 17h30, j'ai reçu un appel de ma mère sur mon téléphone portable. Elle habite Bordeaux, depuis son divorce d'avec mon père, et on se parle régulièrement pour maintenir le lien malgré la distance. D'habitude, nos conversations me détendent, mais aujourd'hui elle allait me glacer le sang. « Allô ma chérie, comment tu vas? Tu as l'air fatiguée au téléphone. »« Ça va maman, juste une longue journée de travail. Et toi, quoi de neuf à Bordeaux ?» On a papoté quelques minutes de choses, et d'autres. Ses cours de yoga, mes projets de week-end, les derniers ragots du quartier. Une conversation anodine qui me changeait les idées. Mais au moment de raccrocher, elle m'a dit quelque chose qui a fait s'effondrer ma fragile sérénité retrouvée. « Au fait Camille, tu fais bien attention à toi, à Paris. J'ai vu aux actualités régionales qu'il y avait eu une série de cambriolages dans le 15e arrondissement ces dernières semaines. Des types, oui, qui repèrent les immeubles bourgeois, qui sonnent pour tester si les gens sont absents. Mon sang n'a fait qu'un tour. Des cambriolages dans le 15e, des types qui sonnent pour repérer les lieux. Et si l'homme d'hier soir n'était pas un simple dérangé ou un ivrogne égaré, mais quelqu'un qui préparait minutieusement un mauvais coup. Ils ont arrêté quelqu'un,
ai-je demandé d'une voix que j'espérais neutre. Pas encore d'après le journaliste. Ils opèrent la nuit en petites équipes organisées. Ils étudient les habitudes des locataires pendant plusieurs jours avant de passer à l'action. Alors promets-moi d'être prudente, ma chérie. J'ai promis, bien sûr, mais après avoir raccroché, une angoisse sourde s'est installée au creux de mon estomac. Et si notre immeuble était dans le collimateur de ces cambrioleurs? Et si les événements de la nuit dernière n'étaient que le début d'un plan plus vaste? Le soir, en rentrant chez moi, j'ai fait attention à tous les détails qui m'entouraient. Chaque ombre dans la rue prenait une importance nouvelle. Chaque passant attardé devenait suspect. Le hall de l'immeuble me semblait plus sombre que d'habitude. Les angles plus inquiétants. J'ai monté l'escalier 4 à 4, jetant des coups d'œil nerveux derrière moi, à chaque palier. Une fois arrivé devant ma porte, j'ai fermé à double tour et poussé le verrou de sécurité que j'utilisais rarement. Puis j'ai tiré tous les rideaux de l'appartement avant d'allumer les lumières. Vers 23 heures, alors que je regardais distraitement un téléfilm policier sur France 2, j'ai entendu la porte de l'immeuble s'ouvrir et se refermer. Le bruit métallique familier de la serrure électrique, suivi du claquement sourd de la lourde porte en bois. Quelqu'un venait d'entrer dans l'immeuble. Puis les pas ont commencé dans l'escalier, ces mêmes pas lents et mesurés que j'avais entendus la veille, reconnaissables entre mille. Mon cœur s'est mis à battre plus fort et j'ai baissé le son de la télévision pour mieux écouter. L'inquiétude de la journée ressurgissait d'un coup, décuplée. Les pas montaient, marche après marche, avec cette lenteur calculée qui m'avait tant dérangé. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. À chaque palier, la même pause interminable, comme si la personne s'arrêtait pour écouter, pour analyser les bruits de l'immeuble. Quatrième étage. Les pas se sont arrêtés juste devant ma porte. Pendant quelques secondes qui m'ont paru des heures, j'ai retenu ma respiration, tous mes sens en alerte. Mon appartement était plongé dans une semi-pénombre, éclairé seulement par la lueur bleuâtre de la télévision. J'ai éteint l'écran d'un geste brusque, plongeant le salon dans l'obscurité totale. Dans le silence qui a suivi, tendu comme une corde de violon, j'ai entendu quelque chose qui m'a terrorisé au plus profond de mon être. Le bruit métallique d'une clé qu'on introduit lentement dans une serrure. La poignée de ma porte a bougé, imperceptiblement d'abord, puis plus franchement, tournant lentement dans un sens puis dans l'autre. Quelqu'un était en train d'essayer d'ouvrir ma porte avec ce qui ressemblait à un passe-partout ou un rossignol. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende à travers la cloison. Heureusement, j'avais poussé le verrou de sécurité. La porte a résisté aux tentatives d'ouverture, mais la poignée continuait de bouger avec une patience effrayante. De haut en bas, de bas en haut, testant méthodiquement toutes les possibilités, cherchant le point faible. Je me suis levé du canapé sans faire le moindre bruit, mes jambes flageolant sous le poids de la terreur. J'ai attrapé mon téléphone portable sur la table basse et me suis dirigé vers la cuisine, le plus loin possible de la porte d'entrée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à composer le 17.
La sonnerie m'a paru durer une éternité avant qu'une voix professionnelle me réponde. Dans l'appartement, les tentatives d'effraction continuaient avec cette constance terrifiante. Police secours, j'écoute. Bonjour, Quelqu'un essaie de forcer ma porte. Ai-je chuchoté dans le combiné. Je suis seul chez moi, aux 4 rue Linois, dans le 15e arrondissement. Appartement au 4e étage. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Vous avez poussé vos verrous. Oui, j'ai le verrou de sécurité, mais j'entends qu'il essaie toujours d'ouvrir avec ce qui ressemble à des outils de cambrioleur. C'est exactement à ce moment-là que les tentatives ont cessé net. Plus de bruit de métal contre métal, plus de mouvement de poignets. Juste un silence absolu, encore plus angoissant que les bruits précédents, parce qu'il signifiait que la personne était peut-être encore là, mais qu'elle avait changé de tactique. « Madame, vous êtes toujours en ligne ?» « Oui, je crois qu'il est parti, mais j'ai très peur. C'est la 2e nuit que des choses bizarres se passent dans l'immeuble. » L'opératrice a pris mes coordonnées complètes et m'a assuré qu'une patrouille passerait dans le quartier d'ici une demi-heure maximum. Elle m'a conseillé de ne pas bouger de chez moi et de la rappeler immédiatement si quelque chose se reproduisait. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillé dans le fauteuil de la cuisine, tous les sens en alerte, mon téléphone à la main. Le moindre craquement de l'immeuble me faisait sursauter. Chaque bruit de voiture dans la rue me semblait suspect. Vers 4 heures du matin, épuisé par la tension nerveuse, j'ai fini par somnoler. Le lendemain matin, 2 agents de police sont venus sonner à ma porte vers 9 heures. Un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants, et une femme plus jeune, tous 2 en uniforme. Ils avaient l'air professionnels, mais blasés, comme s'ils avaient l'habitude de ce genre d'affaires. Ils ont pris ma déposition dans les moindres détails, examiné ma porte d'entrée à la recherche de traces d'effraction, interrogé quelques voisins disponibles. Curieusement, personne d'autre n'avait rien entendu d'anormal pendant la nuit. Même Madame Lecomte, pourtant si attentive au bruit de l'immeuble, avait dormi comme une souche. C'est souvent comme ça dans ces affaires, m'a expliqué l'agent féminin en refermant son carnet de notes. Les cambrioleurs professionnels sont très discrets. Ils testent les serrures, étudient les habitudes des locataires, repèrent les systèmes de sécurité. S'ils n'arrivent pas à entrer facilement quelque part, ils passent au bâtiment suivant. Mais comment cette personne a-t-elle pu entrer dans l'immeuble? Ai-je demandé. Il faut un digicode pour ouvrir la porte principale. L'agent masculin a soupiré en rangeant ses papiers dans sa sacoche. Visiblement, c'était une question qu'on lui posait souvent, et il avait sa réponse toute prête. Les codes d'accès, ça se trouve assez facilement quand on s'en donne la peine. Ils observent les habitants qui rentrent chez eux, ou bien ils testent les combinaisons classiques, date de construction de l'immeuble, numéro de rue, année en cours. Et puis, il suffit qu'un locataire négligent laisse la porte entr'ouverte. Ils m'ont conseillé de faire changer ma serrure par un serrurier agréé et d'installer éventuellement une caméra de surveillance sur mon palier si le syndic l'autorisait. Des conseils sensés et pratiques, mais qui ne m'aidaient pas à chasser cette sensation désagréable de vulnérabilité qui s'était installée en moi.
Il y a eu d'autres cas similaires dans le quartier, récemment. Ai-je encore demandé, avant qu'il parte. La femme agent a consulté rapidement ses notes avant de me répondre. Son expression s'était légèrement assombrie, comme si elle pesait ses mots. Une dizaine de signalements en 3 semaines dans un périmètre de quelques rues. Toujours le même mode opératoire. Repérage nocturne, test de serrure, sonneries intempestives. Mais bizarrement, aucun cambriolage effectif pour l'instant. Comme si ces gens se contentaient de surveiller. Cette information m'a donné froid dans le dos. Une dizaine de cas similaires, tous sans passage à l'acte. Qu'est-ce que ces mystérieux rôdeurs cherchaient exactement? Pourquoi se contentaient-ils d'observer, de tester, de préparer sans jamais finaliser leur forfait supposé? Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une vie normale, malgré l'angoisse latente qui ne me quittait plus. J'ai fait changer ma serrure par un artisan recommandé par Madame Lecomte, installer une chaîne de sécurité supplémentaire et même acheter une bombe lacrymogène que je gardais dans mon sac à main. Mais chaque soir, en rentrant chez moi, l'estomac se nouait automatiquement. L'escalier me semblait plus sombre qu'avant, les bruits plus inquiétants, les ombres plus menaçantes. Je montais les marches rapidement, regardant sans cesse par-dessus mon épaule, et je m'enfermais chez moi comme dans un bunker. Mes amis et ma famille commençaient à s'inquiéter de mon état. Au téléphone, ma mère trouvait que j'avais une voix tendue. Au bureau, mes collègues me faisaient remarquer que j'avais l'air fatigué et stressé. J'ai fini par leur raconter mes mésaventures, en édulcorant un peu pour ne pas les affoler. « Tu devrais peut-être consulter quelqu'un », m'a suggéré ma collègue Sophie un midi à la cantine. Pas un psychiatre, hein, mais genre un psychologue pour t'aider à gérer le stress post-traumatique. C'est normal d'être secoué après ce que tu as vécu. Elle n'avait peut-être pas tort, mais je n'arrivais pas à me résoudre à cette idée. J'avais l'impression que consulter un psy reviendrait à admettre que j'étais en train de devenir folle, que tous ces événements étaient le fruit de mon imagination déréglée. Une semaine plus tard, exactement, un vendredi soir, j'ai décidé de sortir avec quelques collègues pour essayer d'oublier toute cette histoire. On s'est donné rendez-vous dans un bar branché de Montparnasse, et pour la première fois depuis des jours, j'ai réussi à me détendre un peu. L'alcool aidant, j'avais bu 3 mojitos, ce qui est beaucoup pour moi. J'ai même fini par raconter mes mésaventures à la petite bande. Antoine Zeul, Sophie, Julien et Marianne m'ont écouté avec attention, puis m'ont assuré que tout ça était derrière moi maintenant, que les flics avaient sûrement fait fuir les rôdeurs avec leurs patrouilles renforcées. De toute façon, ces types-là sont des lâches, a déclaré Julien en vidant sa bière. Dès qu'il y a un peu de résistance ou que les flics s'en mêlent, ils vont voir ailleurs. Tu vas voir, tu n'auras plus jamais de problème dans ton immeuble. Je suis rentré vers 1h du matin, légèrement éméché et de bien meilleure humeur qu'en partant. Dans le RER, j'avais même souri à un groupe de touristes japonais perdus qui cherchaient leur chemin vers leur hôtel. La vie me semblait plus légère, comme si le fait d'avoir partagé mes peurs les avait diminuées. En arrivant devant mon immeuble, j'ai composé le nouveau digicode sans réfléchir. 472B. Non, attendez,
On avait changé le code la semaine précédente, après l'incident. 593A. La porte s'est ouverte, avec son grincement familier, et je suis entré dans le hall, faiblement éclairé. Tout semblait parfaitement normal. Les boîtes aux lettres, impeccablement alignées, le carrelage en damier brillant de propreté grâce aux soins quotidiens de Madame Lecomte, l'escalier qui montait vers les étages dans la pénombre habituelle. L'atmosphère me paraissait même plus sereine qu'avant. J'ai commencé à monter les marches d'un pas léger, mes talons résonnant joyeusement sur la pierre. L'éclairage automatique me suivait fidèlement, projetant mon ombre dansante sur les murs tapissés de ce papier peint, défraîchi à motifs de rose. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est en arrivant au quatrième étage que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel qui m'a immédiatement dessoulé. Il y avait de la lumière sur mon palier. Pas l'éclairage automatique habituel qui s'éteint au bout de quelques minutes, mais une lumière constante, stable, comme si quelqu'un était resté suffisamment longtemps pour que la minuterie se soit rallumée plusieurs fois. Mon cœur s'est remis à battre la chamade. L'alcool s'évaporait de mon système d'un coup, remplacé par une montée d'adrénaline pure. J'ai ralenti le pas, tous mes sens soudain en alerte, essayant de comprendre d'où venait cette illumination anormale du palier. En atteignant le quatrième étage, j'ai compris la raison de cette lumière persistante, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang jusqu'à la moelle. Un homme était assis sur les marches qui menaient au cinquième étage, parfaitement immobile, me tournant le dos. Il portait un long manteau sombre, exactement comme la silhouette que j'avais aperçue depuis ma fenêtre 15 jours plus tôt. Ses cheveux étaient gris, coupés courts et soigneusement peignés, et il avait les mains posées sur ses genoux, dans une attitude d'attente patiente qui me rappelait douloureusement quelque chose. Je me suis figé sur place, incapable de faire le moindre geste, le souffle coupé par la surprise et la terreur. L'homme n'avait pas bronché à mon arrivée, comme s'il ne m'avait pas entendu monter l'escalier, ou comme s'il m'attendait depuis longtemps et que ma présence était parfaitement normale. Dans le silence oppressant de l'immeuble endormi, je n'entendais que le battement affolé de mon propre cœur et ma respiration qui devenait de plus en plus saccadée. L'air semblait soudain plus épais, plus difficile à respirer, chargé d'une tension électrique presque palpable. Au bout de quelques secondes qui m'ont paru des heures, j'ai trouvé le courage de parler, ma voix sortant dans un murmure tremblant que je ne reconnaissais pas. « Excusez-moi, monsieur », ai-je dit en essayant de maîtriser le tremblement de ma voix. « Vous habitez dans l'immeuble? Je ne vous avais jamais vu auparavant. » L'homme n'a pas répondu. Il n'a même pas bougé d'1 millimètre, comme s'il n'avait pas entendu ma question, ou comme si elle ne méritait aucune réponse. Son immobilité était si parfaite qu'elle en devenait surréelle, presque inhumaine. J'ai fait un pas prudent vers ma porte, mes clés tremblant dans ma main moite. Mes gestes me semblaient amplifiés dans le silence. Chaque froissement de vêtements, chaque contact métallique résonnant comme un coup de tonnerre dans l'atmosphère tendue. C'est à ce moment précis qu'il a parlé, sans se retourner, d'une voix basse et monocorde qui m'a fait l'effet d'une lame glacée glisser le long de ma colonne vertébrale. «
Bonsoir Camille. » Il connaissait mon prénom. Mon sang s'est littéralement glacé dans mes veines et j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Comment cet inconnu parfait pouvait-il connaître mon prénom? Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. J'en étais absolument certaine. « Qui êtes-vous » ai-je balbutié, ma voix partant dans les aigus sous l'effet de la panique naissante. Il s'est levé, avec une lenteur calculée, chacun de ses mouvements mesurés et précis, comme ceux d'un automate. Puis il s'est retourné vers moi, et ce que j'ai vu m'a donné envie de hurler à plein poumon dans cette cage d'escalier silencieuse. L'homme avait un visage parfaitement ordinaire, au premier regard, la cinquantaine bien tassée, des traits quelconques et banals, le genre de physionomie qu'on croise tous les jours dans le métro sans y faire attention. Mais ses yeux étaient d'une vacuité terrifiante. Pas aveugle, pas fermé, pas même malade. Juste vide, complètement vide, comme s'il n'y avait personne derrière ce regard, comme si cette enveloppe humaine était habitée par le néant absolu. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue de ma vie. « Je vous attendais, Camille », a-t-il dit de cette même voix monocorde, dénuée de toute émotion humaine reconnaissable. « Cela fait si longtemps que je vous attends, si terriblement longtemps. »« Qu'est-ce que vous me voulez ?» ai-je demandé, en reculant instinctivement vers l'escalier, mes talons claquant nerveusement sur le carrelage. Il a souri alors. Un sourire qui n'atteignait absolument pas ses yeux vides, un sourire mécanique et figé comme celui d'une poupée de ventriloque. Ce sourire était peut-être encore plus terrifiant que son regard, car il trahissait une intelligence froide et calculatrice derrière cette façade de normalité. Puis il a commencé à s'approcher de moi, pas à pas, avec cette même lenteur méthodique que j'avais entendue résonner dans l'escalier lors de ces nuits d'angoisse. Chaque pas semblait résonner, comme un glas dans le silence de l'immeuble, endormi. Je n'ai pas réfléchi. Une seconde de plus, mon instinct de survie a pris le dessus, et j'ai tourné les talons pour dévaler l'escalier en courant aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Mes chaussures claquaient sur les marches comme des coups de feu, réveillant tous les échos endormis de la cage d'escalier. Derrière moi, j'entendais ses pas qui me suivaient, toujours aussi lents, toujours aussi mesurés, comme s'il savait parfaitement qu'il avait tout son temps et que je ne pourrais lui échapper indéfiniment. Cette certitude tranquille était plus terrifiante qu'une poursuite effrénée. J'ai atteint le rez-de-chaussée et foncé vers la porte d'entrée, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à actionner la poignée intérieure. La porte semblait peser des tonnes, et pendant un moment affreux, j'ai cru qu'elle était bloquée, que j'étais prise au piège. Enfin, elle s'est ouverte, et je me suis retrouvé sur le trottoir, humide, haletante, le cœur battant à tout rompre. L'air frais de la nuit m'a fait l'effet d'une gifle salutaire, et j'ai aspiré de grandes goulées d'oxygène pour calmer ma respiration saccadée. Je me suis retourné vers l'immeuble, m'attendant à voir l'homme apparaître dans l'encadrement de la porte. Il était bien là, immobile sur le seuil, me regardant avec ce sourire figé et ses yeux terrifiants. La lumière du hall
projetait son ombre déformée sur le trottoir. Lentement, très lentement, il a levé la main droite et m'a fait un petit signe de la main. Un geste d'adieu presque amical, comme on salue un ami qu'on va bientôt revoir. Ce geste anodin, dans ce contexte, avait quelque chose d'absolument abominable. J'ai couru jusqu'au bout de la rue et sorti mon téléphone portable d'une main tremblante. Cette fois, quand j'ai appelé police secours, j'ai exigé qu'ils envoient plusieurs voitures immédiatement. Ma voix devait trahir une panique si évidente que l'opératrice m'a prise au sérieux sans discussion. 2 voitures de police sont arrivées en moins de 5 minutes, sirènes hurlantes, gyrophares tournoyant dans la nuit. Les 4 agents qui en sont descendus avaient l'air déterminés et professionnels. Cette fois, ils ne me prendraient pas pour une hystérique. L'homme est encore dans l'immeuble, m'a demandé le brigadier qui dirigeait l'intervention. Un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné par l'expérience. Je ne sais pas. Il était sur le seuil quand je suis parti en courant. Il m'a fait un signe de la main, comme s'il me disait à bientôt. C'était absolument terrifiant. Les 4 policiers ont investi l'immeuble méthodiquement, fouillant chaque recoin, chaque palier, chaque local technique. Ils ont réveillé la gardienne pour qu'elle leur ouvre tous les locaux communs avec son passe. Ils ont même sonné chez quelques locataires pour vérifier que tout allait bien. Ils n'ont trouvé personne, absolument personne qui corresponde à ma description ou qui n'ait pas sa place dans l'immeuble. Tous les habitants interrogés ont confirmé qu'ils étaient rentrés chez eux depuis des heures et n'avaient rien remarqué d'anormal. Madame Bertrand, m'a dit le brigadier en refermant son carnet 1 heure plus tard, vous êtes absolument certaine de ce que vous avez vu? Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, en manteau sombre, qui connaissait votre prénom. Absolument certaine. Il était assis sur les marches du 5e étage quand je suis arrivé. Il m'a parlé. Il a dit qu'il m'attendait. Et ses yeux étaient complètement vides, comme s'il n'y avait personne derrière. Le brigadier et son collègue ont échangé un regard que je connaissais maintenant bien. Le regard qu'on échange quand on pense avoir affaire à quelqu'un de légèrement dérangé, quelqu'un dont le témoignage n'est pas forcément fiable. « Madame, vous nous avez dit avoir bu ce soir avec des collègues. Combien de verres exactement ?» La question m'a fait l'effet d'une gifle. Oui, j'avais bu 3 mojitos, mais j'étais parfaitement lucide. Ce que j'avais vu était réel, aussi réel que la peur qui me nouait encore l'estomac. 3 cocktails, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous raconte. Cet homme était bien réel. Il connaissait mon prénom. Il m'attendait sur mon palier, comme s'il habitait là depuis toujours. Le brigadier a noté quelque chose dans son carnet, mais je voyais bien qu'il classait déjà cette affaire dans la catégorie « fausse alerte due à l'alcool et au stress ». Pour lui, j'étais juste une célibataire, angoissée, qui voyait des cambrioleurs, partout, après quelques verres de trop. Cette nuit-là, j'ai dormi chez ma collègue Sophie, qui habite dans le 11e arrondissement. Elle m'a accueilli, sans poser de questions embarrassantes, m'a préparé une tisane à la camomille et installé un matelas gonflable dans son salon. Mais même là, en sécurité,
j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas de revoir ce visage aux yeux vides, d'entendre cette voix monocorde qui disait « Je vous attendais, Camille ». Qui était cet homme? Comment connaissait-il mon prénom? Et surtout, que me voulait-il exactement? Le lendemain matin, accompagné de Sophie et de son petit ami Thomas, je suis retourné dans l'immeuble pour récupérer quelques affaires indispensables. L'endroit me semblait différent en plein jour, moins menaçant, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux vers l'escalier. Madame le comte était dans le hall, occupée à son ménage matinal habituel. En nous voyant arriver, elle a immédiatement abandonné son seau et sa serpillière pour venir à notre rencontre, l'air préoccupé. Ma pauvre Camille, quelle histoire encore! La police m'a réveillé en pleine nuit. Ils ont fouillé tout l'immeuble de fond en comble. Ils m'ont dit que vous aviez vu un homme sur votre palier. Oui, Madame le comte, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, en long manteau sombre. Il était assis sur les marches qui mènent au 5e étage. Vous ne l'avez vraiment pas vu sortir après mon départ. Elle a secoué la tête énergiquement, ses boucles grises tressautant sous le mouvement. Son expression était un mélange de perplexité et d'inquiétude sincère. Non, ma petite, et pourtant, je ne dormais pas. Avec tout ce vacarme de sirènes et d'uniformes, impossible de fermer l'œil. Mais j'ai peut-être une explication à vous proposer, même si elle vous paraîtra un peu particulière. Mon cœur s'est accéléré. Enfin quelqu'un qui prenait mes visions au sérieux et pouvait peut-être m'éclairer sur cette énigme terrifiante. Je vous écoute, Madame le comte. Toute explication est la bienvenue à ce stade. Elle a jeté un coup d'œil prudent autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue par des oreilles indiscrètes. Puis elle s'est penchée vers moi, d'un air confidentiel. Il y a 4 ans, avant que vous arriviez dans l'immeuble, nous avons eu un locataire au 5e étage, Monsieur Ferrand, un homme très étrange, très solitaire, qui ne parlait jamais à personne. Il avait cette manie bizarre de s'asseoir dans l'escalier le soir, toujours sur les mêmes marches, comme s'il montait la garde ou surveillait les allées et venues des locataires. Certains habitants trouvaient ça dérangeant, mais il ne faisait rien de mal, en fait. Une chair de poule s'est propagée sur mes bras. Cette description correspondait exactement à ce que j'avais vu la veille au soir. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur Ferrand? Le visage de Madame le comte s'est assombri et elle a baissé la voix jusqu'au murmure, créant une intimité troublante dans ce hall qui résonnait habituellement de tous les bruits. Il est mort, ma pauvre enfant, crise cardiaque foudroyante, dans son appartement du 5e. On ne l'a découvert qu'au bout de 3 jours, parce qu'une odeur pestilentielle commençait à se répandre dans tout l'étage. C'est moi qui ai donné l'alerte. J'ai senti un frisson glacé me parcourir de la tête aux pieds. Il ressemblait à quoi, ce monsieur Ferrand? Oh, un homme tout à fait ordinaire au premier regard. La petite 50aine, cheveux gris toujours parfaitement peignés, toujours habillé de ce long manteau sombre qu'il ne quittait jamais, même en plein été. Ce qui troublait chez lui, c'était ses yeux. Ses yeux, ai-je répété d'une voix blanche, pressentant la réponse.
On avait l'impression qu'il regardait à travers vous, comme s'il ne vous voyait pas vraiment, comme s'il n'y avait personne derrière ce regard, très déstabilisant quand on le croisait dans l'escalier. Mes jambes ont failli me lâcher. Thomas m'a rattrapé au moment où j'allais m'effondrer, et Sophie s'est précipitée pour me soutenir de l'autre côté. « Ça va, Camille? Tu es toute pâle d'un coup. » s'est inquiété mon ami. « C'est lui, » ai-je murmuré, la voix brisée par l'émotion et l'incrédulité. C'est exactement l'homme que j'ai vu hier soir sur mon palier. Mais c'est impossible. Vous venez de me dire qu'il est mort. Madame le comte m'a regardé avec un mélange de pitié et d'inquiétude croissante. Elle s'est signée rapidement, geste qu'elle n'avait pas dû faire depuis des années. « Ma pauvre petite, vous êtes en état de choc total. Monsieur Pierre Ferrand est bel et bien décédé, je peux vous l'assurer formellement. J'ai même assisté à ses obsèques au cimetière de Pantin. Un enterrement bien triste, d'ailleurs. Il n'y avait que le prêtre, les employés des pompes funèbres et moi. Mais alors, qui était l'homme que j'ai vu? Comment connaissait-il mon prénom? Pourquoi ressemblait-il trait pour trait à votre description de Monsieur Ferrand? Thomas, toujours pragmatique, a tenté une explication rationnelle. Ton prénom est écrit sur ta boîte aux lettres, Camille. N'importe qui peut le lire en passant dans le hall. C'était vrai. Sur ma boîte aux lettres figurait bien C. Moreau, 4e étage. Mais comment un parfait inconnu aurait-il su que le C correspondait à Camille et pas à Catherine, Céline ou Christelle? Cette explication ne tenait pas debout. « Montons voir votre appartement » a suggéré Sophie. « Il faut que tu prennes tes affaires et qu'on file d'ici au plus vite. Cet endroit te porte la poisse, c'est évident. » Nous avons gravi les étages jusqu'au 4e, moi la mort dans l'âme à chaque marche. En passant devant l'appartement du 5e étage, celui qui avait appartenu au mystérieux Monsieur Ferrand, j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. « C'est normal, ça ?» ai-je demandé en désignant la porte. « Un appartement où quelqu'un est mort, il y a 4 ans. Ça devrait être fermé à clé, non ?» Sophie a haussé les épaules. « Il y a peut-être des travaux de remise en état pour une nouvelle location, ou alors des héritiers qui vident les affaires restantes. » Poussé par une curiosité malsaine que je ne m'explique pas encore aujourd'hui, j'ai poussé légèrement, la porte entr'ouverte. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité, les volets étant tirés, mais on distinguait les formes de quelques meubles recouverts de drap blanc. L'odeur qui s'en échappait était indescriptible. Pas celle de la mort, non, mais quelque chose de plus subtil et de plus dérangeant. Une odeur de renfermé mêlée à des effluves d'encaustique rance et de camphre, comme si quelqu'un avait ciré des meubles avant de disparaître pendant des années. Nous avons franchi le seuil. Sous les draps, on devinait des formes de commodes, un secrétaire, un lit de fer. Dans l'entrée, un fauteuil sans dossier était posé de biais, tourné vers la porte, exactement à l'endroit où l'escalier décrivait sa courbe. Sur une petite table, un combiné d'interphones hors d'âge avait été bricolé avec des fils dénudés qui disparaissaient dans la cloison. À côté, un cahier d'écolier à couverture noire, gonflé d'humidité, attendait. Thomas l'a ouvert avec des gestes précautionneux.
Les pages étaient couvertes d'une écriture minuscule et régulière. Des colonnes de noms, d'initiales, d'heures, de remarques. On y lisait des choses comme « 4e gauche, C, Moreau, rentre vers 22 heures, télévision allumée, sort le matin vers 8 heures. Plus loin, 3e droite, Madame Garcin, poubelle le soir, robe de chambre rose, bruit de pas irréguliers. Chaque locataire, présent ou parti depuis longtemps, avait droit à ses lignes serrées, comme dans un registre de gare où l'on noterait les passages de trains fantômes. Je feuilletais avec des doigts glacés. Les dates me sautèrent au visage. Elles n'étaient pas anciennes. Certaines remontaient à la semaine passée, d'autres à la veille. Mon prénom apparaissait à plusieurs reprises, souligné d'un trait sec. Une mention m'a fait vaciller. Attendu ce soir. Sophie s'était penchée sur le bricolage d'interphone. Elle a tiré doucement sur un panneau, révélant une niche grossièrement percée dans la cloison. On y voyait un enchevêtrement de fils, raccordés à une minuterie et à un relais, le genre de mécanisme qu'un amateur obstiné pouvait monter patiemment. Thomas, qui s'y connaît un peu, a murmuré que l'on pouvait déclencher des sonneries depuis ici, à intervalles programmés. Près du fauteuil, posé par terre comme abandonné au retour d'une course, un sac plastique Monoprix froissé gisait, encore humide au toucher. À l'intérieur, un trousseau de clés lourds, décroché, un demi-rossignol enveloppé dans un chiffon, et une petite étiquette en métal gravée de 2 initiales, P et F, Pierre Ferrand. J'ai senti mon estomac se nouer. Nous n'osions presque plus respirer. Le soleil de fin de matinée passait à travers les persiennes et découpait des barres de lumière dans la poussière en suspension. Dans ce faisceau, je remarquai un détail glaçant. Sur toutes les surfaces, la poussière formait une pellicule uniforme, sauf autour du fauteuil. Là, un ovale nettement plus clair trahissait une présence régulière, comme si quelqu'un s'asseyait là, encore et encore, toujours au même endroit, toujours dans la même position. Soudain, un craquement sous nos pieds a résonné, sec et net. Pas un craquement de bois qui travaille, non. Le petit bruit de la minuterie de palier qui se déclenche. Puis, comme la veille, le tic discret de l'éclairage qui s'allume dehors. Nous nous sommes figés. Au même instant, dans le couloir, un pas lent a résonné, puis un second, séparé du premier par un silence beaucoup trop long. Ce rythme, je le connaissais désormais par cœur. Thomas a posé le cahier, a fait signe de ne pas bouger. Les pas se sont approchés, ont franchi le palier, se sont arrêtés juste derrière la porte, entr'ouverte. On aurait dit que l'homme écoutait, une joue presque collée au bois, mesurant notre souffle. Le bois a gémi imperceptiblement, la poignée a tressailli. Sophie a lâché un petit cri étranglé. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. J'ai poussé la porte d'un coup sec. Le palier était vide. Vide, mais la lumière était allumée, et l'air avait cette densité particulière, comme après la traversée d'un courant d'air froid. Sur les marches, à hauteur des genoux, la poussière formait une trace oblongue, récente, comme le frottement d'un manteau qui viendrait d'effleurer la pierre. Nous avons redescendu d'un étage pour prévenir Madame Lecomte et appeler la police. Elle tremblait autant que nous. Les agents sont arrivés en milieu d'après-midi et ont tout consigné. Ils ont photographié le cahier, saisi le trousseau et l'outil, démonté sommairement le bricolage derrière la cloison. Ils ont mis des scellés,
Le syndic a changé le code le soir même. Le bruit a couru dans tout le quartier. Les journaux de proximité ont publié des brèves. On parlait d'un maniaque, d'un fantôme, d'un voisin trop curieux. Certains habitants ont plié bagages dans la foulée. Je suis resté encore quelques jours, têtu, comme pour prouver à je ne sais qui que je ne me laisserai pas chasser. La nuit, je dormais mal. J'entendais des craquements. Je sursautais au moindre cliquetis de canalisation. Pourtant, plus de sonnerie, plus de mains sur ma poignée. Le silence, seulement ce silence compact qui tient les vieux immeubles serrés contre eux-mêmes. Le 5e jour, en rentrant du bureau, j'ai trouvé une petite carte glissée sous ma porte. Une carte cartonnée jaunie, sans timbre, sans enveloppe. Au recto, une photo noir et blanc du pont Mirabeau. Au verso, en lettres penchées, très sage, une phrase « Je vous attendrai ». Pas de signature. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. J'ai réservé un billet de train pour Bordeaux, puis un autre pour revenir chercher mes affaires avec des déménageurs. J'ai dormi chez Sophie, puis j'ai entrepris les cartons. À la fin de la semaine, tout était prêt. Les hommes des déménagements sont arrivés au petit matin, ont bâché mon canapé Ikea défraîchi, empilé les cartons de livres, dévissé les étagères branlantes. Le bruit des vis, des pas pressés, des sangles m'a rassuré un moment. Quand la porte de mon appartement s'est fermée sur le dernier carton, j'ai pris une respiration longue et douloureuse. Je suis descendu avec Madame Lecomte jusqu'au hall pour lui rendre mes clés. Elle m'a serré dans ses gros bras, m'a souhaité de la paix et des nuits calmes. Je lui ai promis d'appeler. Je me suis retourné une dernière fois. La cage d'escalier s'élevait, vide, ses volutes de fer comme un dessin à l'encre. J'ai posé la main sur la porte cochère. C'est à ce moment précis que l'interphone a sonné. Une fois, longuement. Un bip continu, presque doux, qui vibrait dans le carrelage au travers de mes semelles. Le son venait de l'intérieur. Personne devant la porte, aucune ombre derrière le verre. Je n'ai pas attendu que la note s'éteigne. J'ai tiré la lourde porte. J'ai laissé le hall derrière moi, et l'air du dehors m'a frappé au visage. Sur le trottoir, le réverbère défectueux s'allumait et s'éteignait à intervalles irréguliers. Le camion de déménagement a hoqueté, puis s'est mis en route. Depuis, je ne suis pas retourné rue Linois. Les policiers ont gardé le cahier, les voisins ont fini par retrouver un sommeil relatif, et d'autres familles ont pris nos places. Parfois, des connaissances m'écrivent qu'il y a à nouveau des sonneries ou des pas trop lents dans l'escalier le soir. On dit que les scellés du 5e ont été retirés pour des travaux. On dit aussi que, quand on recolle l'oreille à la cloison, juste derrière le fauteuil, on entend comme une mer lointaine ou un souffle qui monte et descend les marches. Je dors mieux, la plupart des nuits. Pourtant, il m'arrive encore d'ouvrir les yeux en sursaut, certaine d'avoir perçu le petit déclic d'une minuterie, puis ce pas, puis cet autre, séparés par un silence un peu trop long. Alors je me rappelle le sourire sans yeux, les empreintes en cercle, la carte postale sans timbre. Et je me dis que certaines présences ne veulent rien voler. Elles restent simplement là, assises, à attendre. Et qu'elles attendent longtemps, bien plus longtemps que nous.